Alors, premier dossier, vous êtes cardiologue installé en ville. Vous recevez en consultation un patient de 71 ans pour le suivi de son insuffisance cardiaque. Il est hypertendu, dyslipidémique, tabagique actif, obèse. Il a fait un infarctus antéro-septo-apical il y a 11 ans, avec une importante séquelle myocardique. Pendant 6 ans, il a été suivi par un cardiologue. À ce moment, il s'essoufflait pour des efforts type montée des escaliers. Puis, il a été uniquement suivi par son médecin traitant. À la suite de problèmes personnels, il a récemment déménagé et ça fait depuis plus de 2 mois qu'il n'a pas vu de médecin. Il a arrêté tous ses traitements parce qu'il n'avait plus d'ordonnance. Depuis, il est de plus en plus essoufflé et depuis quelques jours, il remarque qu'il doit s'arrêter au moindre effort. Il n'arrive plus à dormir allongé, ni même avec quelques oreillers. Depuis 2 nuits, il est obligé de dormir assis sur une chaise pour réussir à respirer. Votre examen clinique ne retrouve aucun signe de choc, retrouve une pression artérielle qui est basse à 98-78, une fréquence cardiaque un peu rapide à 115 par minute, une fréquence respiratoire à 18, une saturation à 91% en air ambiant, le patient n'a pas de fièvre. Vous retrouvez des œdèmes des membres inférieurs qui remontent jusqu'au petit bassin, qui prennent le godet, donc qui sont de grande importance, une turgescence jugulaire, un reflux hépato-jugulaire. À l'auscultation cardiaque, vous avez des râles crépitants aux 2 bases, des sibilants diffus. Vous entendez un souffle systolique apical en jet de vapeur et un 3e bruit cardiaque, un bruit B3. Le reste de l'examen est sans particularité. Alors, première question, quel est le stade de la dyspnée et quel est votre diagnostic? Alors, chez ce patient, au moment où vous le voyez en consultation, c'est un patient qui décrit une douleur au moindre effort et puis surtout qui décrit une dyspnée au moindre effort et surtout qui décrit une dyspnée de repos, une dyspnée permanente lorsqu'il est allongé, ce qu'on appelle l'orthopnée. Et donc ça caractérise une dyspnée du stade 4, NYHA. Donc les dyspnées, il faut que vous les classez surtout en cardiologie en fonction du statut NYHA, sachant qu'un NYHA 4, c'est une dyspnée de repos ou au moindre effort. Une dyspnée de stade 3, c'est une dyspnée pour un effort de faible importance, type une marche à plat sur quelques mètres. Une dyspnée de stade 2, c'est une dyspnée pour des efforts plus importants, par exemple monter plusieurs étages. Après, bien sûr, le stade de dyspnée entre 2 ou 3, c'est parfois un peu subjectif, ça dépend un peu de l'âge du patient, de son contexte. Et c'est vrai qu'entre 2 médecins qui le cotent, on a fréquemment des différences d'une classe. Bon, dans ce cas de ce patient, c'est assez clair. Alors, quel est votre diagnostic? Il s'agit d'une décompensation cardiaque, donc d'une insuffisance cardiaque aiguë, c'est synonyme. Secondaire à une insuffisance cardiaque chronique et avec pour facteur déclenchant probablement un arrêt des traitements médicamenteux. Alors, il y a 2 choses qu'il faut noter. Quand on fait un diagnostic d'insuffisance cardiaque aiguë, il faut rechercher 2 choses. Premièrement, quelle est la cardiopathie sous-jacente? Donc ici, on a une insuffisance cardiaque chronique pour laquelle on peut incriminer 2 causes. Une origine ischémique, vu que le patient a fait un infarctus il y a une douzaine d'années, et une cause hypertensive, vu que c'est un patient qui est hypertendu. Bien sûr, le reste du bilan aura pour but de rechercher d'autres causes d'insuffisance cardiaque. Ensuite, il faut rechercher un facteur déclenchant. Donc il y a beaucoup de facteurs déclenchants des insuffisances cardiaques. On a des facteurs déclenchants d'origine cardiaque, des facteurs déclenchants extracardiaques. Les causes les principales, c'est surtout des poussées d'hypertension artérielle, une rupture de traitement, une rupture de régime, de la fièvre ou une infection. On a beaucoup de causes cardiaques, qu'il s'agisse d'aggravation de lésions valvulaires, d'endocardite infectieuse, de syndrome coronarien, de troubles du rythme, de troubles de la conduction, de pathologies péricardiques. Bref, beaucoup d'étiologies. Et puis on a aussi beaucoup de causes extracardiaques, qu'il s'agisse d'anémie, d'hypoxie, de fièvre, d'une infection. Bref, beaucoup de causes de décompensation cardiaque à rechercher. Ici, la cause de décompensation, c'est vraisemblablement l'arrêt des traitements médicamenteux. Dernier point à noter, c'est une insuffisance cardiaque qui présente des signes de gravité, vu que le patient est en dyspnée de stade 4, donc n'arrive pas à s'allonger. Et il est en sub-OAP, donc c'est un patient qui devra être hospitalisé, qui ne doit pas rester en ambulatoire. Par contre, il n'y a pas de détresse respiratoire, il n'y a pas de choc cardiogénique, il n'y a pas de risque vital engagé dans l'immédiat. Quelles sont les causes d'insuffisance cardiaque chronique? Alors oui, l'insuffisance cardiaque chronique, il y a diverses causes. Les causes les
les causes principales, parce que d'une part ce sont les plus fréquentes et d'autre part ce sont des causes sur lesquelles il existe un traitement, donc c'est celles qu'il faut vraiment rechercher pour pouvoir les traiter, c'est surtout les causes cardiaques, c'est les cardiopathies ischémiques, donc des lésions coronariennes, que ce soit des syndromes coronariens aigus, de l'angine de poitrine ou de l'ischémie silencieuse. Ensuite, on a les cardiopathies valvulaires, donc tout type de valvulopathie, qu'il s'agisse d'insuffisance, de rétrécissement. On a les cardiopathies hypertensives qui sont très fréquentes, donc l'hypertension artérielle entraîne une force-charge élevée, ce qui provoque une hypertrophie de la paroi ventriculaire, donc des troubles de la relaxation et de la compliance, et un tableau fréquemment d'insuffisance cardiaque diastolique qui touche surtout les femmes âgées hypertendues. Ensuite, les cardiopathies rythmiques, ce sont les troubles du rythme ou de la conduction, qui, s'ils évoluent sur une période prolongée, peuvent provoquer des symptômes d'insuffisance cardiaque. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle, toutes les cardiopathies, je dirais, anatomiques. Les cardiopathies hypertrophiques, qui sont souvent d'origine génétique, c'est la cardiomyopathie hypertrophique, parfois obstructive. On a les cardiopathies restrictives, qui sont beaucoup plus rares, qui correspondent souvent à des maladies de système, notamment les amyloses. Et puis, on a toutes les causes de cardiopathie dilatée, qu'il s'agisse de cardiopathie toxique, pensez surtout à l'alcool, à des produits de chimiothérapie comme les anthracyclines ou des toxiques comme la cocaïne. Les cardiopathie métaboliques, on peut avoir des cardiopathies dilatées secondaires à de l'hypocalcémie, à des carences en sélénium, à des phéochromocytomes. On a aussi des cardiopathies dilatées dans des contextes de maladies systémiques, notamment l'hémochromatose, dans des contextes infectieux, secondaires à des myocardites virales, à des maladies de Chagas ou à d'autres parasitoses. Et on a aussi des cardiopathies dilatées idiopathiques ou de causes génétiques. Enfin bref, ces causes d'insuffisance cardiaque, ce sont vraiment les principales causes d'insuffisance cardiaque chronique qu'il faut rechercher et traiter si possible. Alors, deuxième question, à quoi correspond le troisième bruit cardiaque qu'on appelle B3 ? Donc B3, c'est ce qu'on appelle un galop protodiastolique. C'est un signe d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que le ventricule gauche, dilaté, devient incapable d'évacuer le volume sanguin normal en systole. Et donc, lors de la diastole, le sang en provenance de l'oreillette vient rencontrer le résidu ventriculaire, ce qui crée un B3. Donc, un bruit vraiment déclenché par le choc entre le sang provenant de l'oreillette et celui du ventricule, qui se fait du coup en protodiastole. Alors, pour information, il y a aussi un autre bruit qu'on appelle B4, où ça correspond cette fois non pas à un galop protodiastolique, mais à un galop télédiastolique, donc un galop en fin de diastole. Alors, B4, ça survient donc après B3, c'est un signe de compliance ventriculaire gauche qui est anormalement diminuée à cause d'une surcharge de pression qu'on peut avoir dans des cardiopathies hypertensives, dans des rétrécissements aortiques, etc. Ce qui fait que du coup, lorsque l'oreillette se contracte, on a une augmentation des résistances au remplissage ventriculaire, surtout en fin de systole, en fin de diastole, au moment de la systole atriale, ce qui crée ce troisième bruit B4. Donc vraiment retenez les bruits de galop, ce sont des signes d'insuffisance cardiaque. B3, c'est un galop protodiastolique, donc en début de diastole. B4, c'est un galop télédiastolique, donc en fin de diastole. Ensuite, troisième question. Quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire présentés par le patient et quels sont les autres facteurs à rechercher ? Alors, les facteurs de risque, il faut toujours que vous les classiez de façon assez hiérarchisée. D'une part, la chose qui vous intéresse le plus, c'est les facteurs de risque. Ceux qui nous intéressent le plus, c'est les facteurs de risque importants, donc ceux qui rentrent dans le risque cardiovasculaire global, et qui sont modifiables, c'est-à-dire pour lesquels on a un traitement parce qu'il y a un intérêt pour le patient. Ensuite, il faut que vous retrouviez les facteurs de risque importants qui rentrent dans le compte du calcul du risque cardiovasculaire global, mais qui ne sont pas modifiables, parce que ça vous donne un intérêt pour évaluer le risque cardiovasculaire de votre patient, mais pas pour le traiter. Et puis, il faut que vous preniez en compte divers autres facteurs, mais d'importance moindre, puisqu'ils ne rentrent pas en compte dans le calcul du risque cardiovasculaire global. Donc, ce patient, d'abord, a un facteur de risque qui est essentiel, c'est-à-dire qu'il a un antécédent personnel coronarien. C'est un patient qui a déjà fait un infarctus et le fait d'avoir un antécédent coronarien le place en prévention secondaire et place d'emblée le patient comme à très haut risque cardiovasculaire. Donc quoi qu'il arrive, juste avec cet antécédent, on sait que c'est un patient qui devra bénéficier d'une prévention cardiovasculaire maximale.
Ensuite, il présente des facteurs de risque qui rentrent dans l'estimation du risque cardiovasculaire global. Donc des facteurs non modifiables, un âge à plus de 50 ans pour un sexe masculin, ce sera à plus de 60 ans chez une femme, et des facteurs modifiables, donc un tabagisme actuel ou sevré depuis moins de 3 ans, une dyslipidémie qui est définie par un LDL à plus que 1,6 g ou un HDL à moins de 0,4 g. Je vous rappelle qu'un taux d'HDL au-dessus de 0,6 g par litre, ça retire un facteur de risque. Ou, dernier facteur de risque modifiable, l'hypertension artérielle, donc qui est définie à plus de 140 mm de mercure de systolique et 90 mm de mercure de diastolique. Alors, les autres paramètres à prendre en compte qui ne rentrent pas dans le calcul du risque cardiovasculaire global de ce patient, c'est l'obésité, définie par un IMC à plus de 30. Et si on calcule chez ce patient, on a un IMC qui est situé entre 35 et 36. Et la sédentarité, c'est-à-dire un patient qui a une activité physique inférieure à 3 fois 30 minutes par semaine. Ce qui est dit dans l'énoncé, on dit qu'il n'a plus aucun effort type montée des escaliers dans sa vie quotidienne. Ensuite, deuxième partie de la réponse, quels sont les facteurs de risque non présentés par le patient? Alors, ceux qui rentrent dans l'estimation du risque cardiovasculaire global, parmi les facteurs non modifiables, c'est surtout les antécédents familiaux. Donc, antécédents familiaux uniquement au premier degré, d'infarctus ou de mort subite chez un homme à moins de 55 ans, chez une femme à moins de 65 ans, ou antécédents familial au premier degré d'accident vasculaire cérébral ou d'accident ischémique transitoire chez un sujet de moins de 45 ans, quel que soit son sexe. Ensuite, les facteurs de risque modifiables, c'est l'existence d'un diabète qui n'est pas stipulé dans l'énoncé, donc il faudra rechercher, surtout qu'on a une forte association entre les facteurs de risque cardiovasculaire. Les autres paramètres à prendre en compte à rechercher, c'est la consommation alcoolique, qui devient un facteur de risque lorsque, pour un homme, il consomme plus de 3 verres par jour, pour une femme, plus de 2 verres par jour. Quand on dit verre, on compte un verre classique qui contient 10 verres d'alcool. Ensuite, éventuellement, des personnalités à risque de type stressé ou anxieux sont à prendre en compte. Alors, dernier point qu'il faut que vous reteniez, qui sort un petit peu de la question, retenez vraiment que certains éléments, quels que soient les facteurs de risque, place le patient comme quelqu'un à haut risque cardiovasculaire. C'est premièrement si c'est un patient qui a des antécédents vasculaires, que ce soit un coronarien, des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou d'artérie des membres inférieurs. Là, le patient est en prévention secondaire. Ensuite, si le patient est insuffisant rénal ou si le patient présente des atteintes des organes secondaires à l'hypertension artérielle, comme une hypertrophie ventriculaire gauche ou une microalbuminurie. Si vous avez ces conditions, quels que soient les autres facteurs de risque, votre patient est à risque majeur ou important. Quatrième question, quels examens complémentaires demandez-vous pour évaluer l'état cardiaque de votre patient? Avant de parler des examens complémentaires, je voudrais insister sur un point qui est vraiment à la limite entre les examens cliniques et complémentaires. Enfin, c'est un examen clinique, mais j'en parle parce qu'il faut que vous le reteniez. C'est vraiment essentiel dans l'évaluation fonctionnelle au long cours d'un patient insuffisant cardiaque chronique stable. C'est le test de marche de 6 minutes. Vous faites marcher le patient pendant 6 minutes. On mesure son périmètre de marche. C'est un facteur diagnostique, pronostic et de suivi thérapeutique qui est très intéressant, qui est assez sensible, assez spécifique, qui est corrélé à la gravité du patient et qui correspond assez bien au ressenti du patient dans la vie quotidienne. Bon, bref, pour répondre à la question, les examens complémentaires à demander, on a d'une part les examens biologiques. Alors, ceux qui ont un rôle dans le pronostic, c'est le ionogramme, où une hyponatrémie est un facteur pronostic péjoratif. Il faut aussi mesurer la kaliémie, parce que c'est un reflet de l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, donc qui reflète un petit peu l'état hormonal qui joue un rôle dans le remodelage cardiaque. Ensuite, au niveau biologique, le taux de BNP, qui est un marqueur diagnostique dans l'insuffisance cardiaque aiguë, un marqueur pronostic, qui est un très bon marqueur de suivi thérapeutique. Et puis, pensez dans les examens complémentaires, un dosage de troponine pour rechercher un éventuel facteur ischémique à une décompensation cardiaque chez un patient à haut risque cardiovasculaire. Pensez à demander une numération formule sanguine pour rechercher une anémie, puisque l'anémie est une cause de dyspnée et est un facteur déclenchant d'insuffisance cardiaque. Vous pouvez aussi penser à demander une TSH pour rechercher une dysthyroïdie, qui est un autre facteur déclenchant
d'insuffisance cardiaque. En termes d'imagerie, il faudra demander une radiographie thoracique, de préférence debout, de face, en inspiration, dans de bonnes conditions, pour rechercher d'une part une cardiomégalie qui montre une atteinte cardiaque avec un cœur dilaté, et d'autre part rechercher des diagnostics différentiels de dyspnée, puisque si on voit des stigmates de pathologie pulmonaire, ça explique des symptômes de dyspnée, c'est un facteur déclenchant d'insuffisance cardiaque, et c'est aussi quelque chose qu'il faut traiter pour soigner votre patient. Ensuite, il faut demander une échographie cardiaque par voie transthoracique, qui a un intérêt dans le diagnostic positif, où on recherchera une dysfonction systolique, on évaluera la fraction d'éjection cardiaque, on recherchera une dysfonction diastolique, on évaluera la fonction du ventricule droit, on recherchera s'il n'y a pas une hypertension artérielle pulmonaire. Ça permettra de faire un diagnostic de gravité, quelle est la dysfonction, quelle est sa sévérité, de faire un diagnostic étiologique, est-ce qu'on a des troubles de la cinétique segmentaire qui orientent vers une cardiopathie ischémique, est-ce qu'on a des anomalies valvulaires qui orientent vers une valvulopathie, est-ce qu'on a une anatomie anormale qui oriente vers une cardiopathie hypertrophique ou dilatée ou restrictive selon les cas. On peut parler éventuellement d'une IRM cardiaque qui a de plus en plus de rôle dans le bilan morphologique et fonctionnel des insuffisances cardiaques. Ensuite, il faut évidemment faire un électrocardiogramme qui donne de nombreuses informations sur l'état cardiovasculaire. Et puis, deux examens qui sont vraiment essentiels dans le bilan étiologique de l'insuffisance cardiaque. D'une part, l'épreuve d'effort. Donc l'épreuve d'effort, ça se fait chez un patient stable où on évalue essentiellement le pic de VO2 max. C'est un excellent indice pronostic de l'insuffisance cardiaque. Plus ce pic de VO2 max est bas, plus les patients meurent. Plus la VO2 max est élevée, mieux les patients survivent. Et enfin, étant donné qu'il s'agit d'un patient coronarien qui se dégrade sur le plan de son insuffisance cardiaque, il faut réévaluer l'état coronaire qui pourrait s'être aggravé. Donc, proposer un test d'ischémie ou surtout une coronarographie pour voir est-ce que la coronaropathie a évolué, est-ce que, en traitant les lésions coronariennes, on peut améliorer l'état cardiaque du patient. Que recherche-t-on à l'IRM cardiaque ? Alors, que recherche-t-on à l'IRM cardiaque ? L'IRM, c'est une deuxième imagerie qui est morphologique. C'est donc un peu comme l'échographie, mais c'est vraiment complémentaire. Ça permet d'évaluer le cœur sur le plan morphologique et aussi sur le plan fonctionnel, de voir sa cinétique, sa fraction d'éjection, un petit peu comme à l'écho, mais on a certaines informations en moins, notamment toutes les informations Doppler, mais certaines informations en plus. Ça permet d'étudier la perfusion myocardique, la viabilité, le rehaussement tardif. Par exemple, si on retrouve un rehaussement tardif, ça peut traduire un œdème d'origine ischémique, par exemple dans un infarctus à la phase aiguë, qui sera plutôt sous-endocardique. Ça peut traduire une pathologie infectieuse ou inflammatoire, type myocardique, ce qui sera surtout sous-épicardique. Ça peut traduire des remaniements fibreux, des séquelles d'infarctus. On peut avoir une lésion tumorale. Bref, on a différents éléments sémiologiques qui orientent vers certaines étiologies, qui donnent des informations différentes et complémentaires de celles de l'échographie. Et puis, globalement, l'IRM, c'est un examen qui est sensible et c'est le meilleur examen pour certaines pathologies cardiaques, notamment les pathologies inflammatoires et de système. Faut-il réaliser systématiquement un test d'ischémie à distance d'un épisode d'infarctus du myocarde ? Et si oui, quand ? Alors, est-ce qu'il faut faire systématiquement un test d'ischémie après un infarctus ? Alors, c'est assez variable selon les cas. En pratique, si le patient fait une réadaptation cardiaque, donc s'il a eu un infarctus récent avec une atteinte cardiaque et on juge qu'il nécessite une rééducation, il fera de toute façon une épreuve d'effort avant et après la rééducation. Ensuite, ça dépend un petit peu de la coronarographie, de ce qui a été fait. Si la coronarographie montrait des lésions serrées ou douteuses, des lésions qui n'ont pas été dilatées ou stentées parce qu'on ne savait pas si elles sont parlantes ou non cliniquement, il faut proposer un test d'ischémie pour évaluer leur caractère symptomatique. Ensuite, si pour traiter l'infarctus, on a fait une angioplastie avec la pose d'un stent, il faut proposer un test d'ischémie à distance pour rechercher des sténoses, des resténoses intra-stent. Donc, il y a une fréquence qui est discutable, il n'y a rien de consensuel, mais on propose habituellement un test d'ischémie une fois par an. Ça permet d'évaluer donc s'il y a une revascularisation incomplète du myocarde, s'il y a une resténose intra-stent, si on a une progression de la maladie coronaire dans les artères natives, si le patient a été ponté, est-ce qu'il y a une athérosclérose, enfin bref, il y a beaucoup d'indications, mais retenez que en général, le test d'ischémie, c'est un très bon examen de suivi du patient coronarien. 5e question. Alors, votre bilan, finalement, retrouve à l'ECG des ondes Q en antéro-septo-apicales, ainsi qu'un microvoltage.
La biologie, vous retrouvez une hyponatrémie à 132, donc ce qui est un facteur pronostic péjoratif de l'insuffisance cardiaque, une kaliémie à 4,3, une chlorémie à 107, une créate à 97, une urée à 9,9, un taux d'hémoglobine normal, des blancs normaux, des plaquettes normales. Le taux de BNP est très élevé à 2500, donc ce taux de BNP en période aiguë de décompensation, ça joue un rôle diagnostique. Donc oui, ça correspond vraisemblablement à une insuffisance cardiaque aiguë. Si vous dosiez un taux de BNP sur un patient stable, ça jouerait beaucoup plus un rôle pronostic, quelle est la gravité au long cours de l'insuffisance cardiaque. La radiographie thoracique retrouve une cardiomégalie, un syndrome alvéolo-interstitiel des bases. Donc d'une part, on a un cœur probablement dilaté, et ensuite on est en sub-OAP vu qu'on a un syndrome alvéolo-interstitiel aux deux bases. L'échographie retrouve un ventricule gauche qui est dilaté, une akinésie antéro-septo-apicale, une hypokinésie diffuse, une fraction d'éjection à 25%, une élévation des pressions de remplissage et une hypertension artérielle pulmonaire. Donc, que déduire de cette échographie ? Premièrement, le ventricule est abîmé depuis longtemps, vu qu'il est dilaté. Ensuite, la dysfonction du ventricule est sévère, vu qu'il a une fraction d'éjection très basse. L'akinésie antéro-septo-apicale, ça correspond probablement à une séquelle de son infarctus. L'hypokinésie diffuse à la cardiopathie ischémique. Ensuite, le fait qu'il y ait une élévation des pressions de remplissage et une hypertension artérielle pulmonaire, ça marque probablement qu'il est intéressant de mettre un traitement diurétique à ce patient pour améliorer ses symptômes. Le test de marche de 6 minutes permet de parcourir 160 mètres, ce qui est pas génial. Bref, cinquième question, quels sont les facteurs de mauvais pronostic de l'insuffisance cardiaque du patient ? Donc ici, on a beaucoup de choses. Il faut reliser tout l'énoncé et réfléchissez à tous les points qu'on peut noter. Première chose, sur le plan clinique, on a le stade de l'insuffisance cardiaque du patient. C'est une dyspnée NYHA4, donc c'est un facteur qui est péjoratif. On a l'existence d'une tachycardie au repos. Une fréquence cardiaque à 115 au repos signifie que le cœur n'arrive pas, par sa contraction, à assurer un débit cardiaque satisfaisant. Et comme il n'arrive pas à adapter son inotropisme, sa force de contraction, il est obligé d'adapter sa fréquence, ce qui est quand même de pronostic péjoratif. Ensuite, le fait qu'il ait une hypotension artérielle de repos, puisque ce patient avait une pression artérielle systolique inférieure à 10, sans traitement, sans rien faire, c'est un signe de mauvais pronostic. Enfin, le test de marche de 6 minutes, une distance parcourue de moins de 300 mètres sur un test de marche, c'est quelque chose de péjoratif. L'électrocardiogramme montre un microvoltage, ce qui est également un facteur pronostic péjoratif, puisque dans ce cas, ça montre des lésions assez sévères des cellules cardiaques. Sur le plan biologique, l'hyponatrémie et le taux de BNP très élevé sont aussi des facteurs pronostiques péjoratifs. Et puis sur le plan de l'imagerie, l'échographie cardiaque avec un ventricule qui est dilaté, une altération sévère de la fraction d'éjection, une élévation des pressions d'amplifiage, ce sont des facteurs péjoratifs. La cardiomégalie et la radiographie thoracique, ça va un peu dans ce sens, en montrant qu'on a une atteinte anatomique du cœur qui se dilate. Ça, c'est pour les facteurs qui sont présents dans l'observation. Alors, j'insiste sur un dernier point. N'oubliez pas, vraiment, un des examens principaux pour évaluer le pronostic d'une insuffisance cardiaque chronique, stable, au long cours, c'est vraiment l'épreuve d'effort avec le pic de VO2 max. Ici, on n'en parle pas, parce que le patient n'en a pas fait, mais c'est un examen fondamental auquel il faut que vous pensiez à le prescrire, à le demander, à l'interpréter. À quoi correspond un microvoltage ? Alors, un microvoltage, dans sa définition, c'est une diminution de l'amplitude des QRS qui devient inférieure à 5 mm dans les dérivations des membres. Les dérivations des membres, c'est D1, VL, D2, D3, VF et AVR. Alors, à quoi peut être dû un microvoltage ? Donc, un microvoltage, ça peut être dû à beaucoup de causes. Soit c'est parce qu'on a une interférence, une interposition de tissu entre le cœur et les électrodes. Donc ça, c'est ce qu'on aura chez un patient obèse. On aura ça si on a un épanchement, si on a de l'eau, donc c'est un épanchement péricardique, si on a de l'air dans un emphysème. Donc pensez interposition entre les électrodes et le patient, c'est de la graisse chez l'obèse, de l'air avec de l'emphysème, et du liquide avec une tamponnade ou un épanchement péricardique abondant. Ensuite, le deuxième axe dans les étiologies des microvoltages, c'est on a un microvoltage
si on a une réduction de l'activité des myocytes, en général parce que les myocytes sont détruits. Et dans ces cas, c'est un facteur pronostic péjoratif, c'est-à-dire qu'on a le cœur qui est fortement abîmé. Et donc on retrouve ça dans différentes causes, dans des cardiopathies infiltratives, type maladie de système, des amyloses, une hémochromatose, des sphingolipidoses, genre maladie de Gaucher. On a ça si on a des destructions des myocytes dans les cardiopathies avancées, quelles que soient leurs étiologies, que ce soit quelque chose d'ischémique, que ce soit quelque chose de toxique, notamment pensez aux anthracyclines, les produits de chimiothérapie utilisés assez fréquemment dans les cancers du sein ou en hématologie. Alors, deux petites notes, mais c'est pour l'anecdote. Si vous surveillez un patient qui est transplanté cardiaque, si vous voyez qu'un microvoltage apparaît à l'électrocardiogramme, c'est un signe de rejet. Il faut s'en inquiéter. Et puis bon, on peut avoir des microvoltages donc dans différentes causes, mais retenez, soit c'est une interposition de quelque chose entre le cœur et les électrodes, soit c'est un signe de destruction des myocytes, ce qui peut être assez grave. Sixième question, quelles classes médicamenteuses doivent figurer sur l'ordonnance du patient et pourquoi? Donc là, il y a deux choses principales. C'est d'une part, le patient est insuffisant cardiaque chronique, d'autre part, il est coronarien. Donc pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque chronique, il faut plusieurs classes médicamenteuses. D'une part, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 qui sont indiqués en cas d'insuffisance cardiaque chronique dès la classe NYHA1 à visée anti-remodelage, protection cardiovasculaire. Deuxième classe, il faut des bêta-bloquants qui sont indiqués dès la classe NYHA2 dans l'insuffisance cardiaque systolique. Et puis, ils sont bien sûr systématiques chez un patient coronarien. Alors, je vous rappelle que dans une insuffisance cardiaque, il faut mettre certains médicaments qui sont les bêta-bloquants de l'insuffisance cardiaque. On ne peut pas mettre tous les bêta-bloquants. Ensuite, il faut mettre des diurétiques de Lens. Les diurétiques de Lens sont indiqués dès la classe NYHA2, sont des traitements symptomatiques des signes congestifs. Donc il faut, là où les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les bêta-bloquants doivent être mis à dose maximale tolérée, les diurétiques doivent être mis à dose minimale efficace puisqu'ils servent uniquement à traiter les symptômes. Enfin, on peut proposer des anti-aldostérones qui sont indiqués en cas d'insuffisance cardiaque chronique avec une dyspnée côté NYHA3 ou 4, ou qui sont aussi indiqués en post-infarctus si la fraction d'éjection est à moins de 35% et la dyspnée à NYHA2 ou plus. Deuxième volet, les traitements du patient coronarien, hypertendu, dyslipidémique. Il faut une antiagrégation plaquettaire avec de l'aspirine. Bien sûr, il n'y a plus de Plavix vu que l'infarctus date depuis plus d'1 an. Il faut des statines et puis il faut qu'il ait des dérivés nitrés en spray sublingual à prendre en cas de douleur thoracique. On peut discuter d'autres traitements, des oméga 3, etc. Dernier point, pour traiter les facteurs de risque cardiovasculaire, si le patient souhaite une aide en vue d'un sevrage tabagique, on peut proposer tout ce qui est substitut nicotinique, le bupropion, la varenicline, etc. Quels sont les bêta-bloquants de l'insuffisance cardiaque? Alors, il y a 4 bêta-bloquants qui ont l'AMM dans l'insuffisance cardiaque. On a le bisoprolol, c'est le Cardanciel. On a le carvedilol, c'est le Credex. On a le métoprolol, c'est le Seloken ou le Lopressor. Et on a le nebivolol, c'est le Témérite. Alors, 7e question. Vous souhaitez instaurer un traitement par Coversil, qui sont des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Quelles sont les règles de prescription de ce traitement? Alors, premièrement, quand vous mettez un traitement par inhibiteur de l'enzyme de conversion ou par ARA2, avant de débuter le traitement, il faut d'abord éliminer les contre-indications. Donc, premièrement, éliminer les sténoses de l'artère rénale. Il n'y a pas d'indication à faire d'écho-doppler en urgence si on n'a pas de point d'appel clinique, mais il faut demander au patient ses antécédents, il faut ausculter les fosses lombaires pour rechercher un souffle inquiétant. Il faut rechercher si on n'a pas un antécédent d'insuffisance rénale aiguë alors que le patient était mis sous IEC ou ARA2. Ensuite, il faut rechercher une allergie aux IEC ou aux ARA2. Deuxièmement, il faut éliminer une sténose coronarienne, une sténose carotidienne, excusez-moi. Il faut ausculter les carotides. Pourquoi? Parce que si on a une hypotension, une vasodilatation suite à la mise sous IEC, ça peut provoquer une ischémie cérébrale. De la même façon, il faut rechercher si on a un souffle de rétrécissement aortique ou de rétrécissement mitral, auquel cas la baisse de tension liée aux IEC pourra induire une ischémie coronaire. Ensuite, il faut rechercher des signes d'hypovolémie. Est-ce que le patient est tachycarde, hypotendu? Parce que IEC ou ARA2 peuvent majorer l'hypotension orthostatique.
Donc voilà pour le volet clinique. Ensuite, sur le volet biologique, il faut faire un ionogramme et une fonction rénale, parce que le traitement est contre-indiqué en cas d'hyperkaliémie et il faut augmenter plus progressivement les doses des IEC ou des ARA2 si on a une fonction rénale un petit peu limite. Ensuite, quand on met le traitement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence toujours avec des doses faibles. Si besoin, pour une raison de tolérance, on peut diminuer un peu parallèlement les doses de diurétiques ou d'autres hypotenseurs. Et il faut augmenter progressivement les doses. Alors, on doit respecter, si on a une hypotension artérielle qui est bien tolérée, tant que la tension artérielle reste au-dessus de 90 mm de mercure environ, on peut continuer à monter, mais progressivement, les doses d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Alors, en termes d'entretien du traitement, deux choses à retenir. La première chose, c'est que le but, c'est de monter les posologies jusqu'aux doses maximales tolérées. La deuxième chose, c'est qu'il faut surveiller sur le plan biologique les IEC, donc il faut faire un ionogramme et une créatininémie après 15 jours et le réitérer à chaque augmentation de posologie. Alors, si la créate monte jusqu'à 30%, c'est un marqueur d'efficacité du traitement. Donc, c'est normal, le traitement marche, il n'y a pas besoin de diminuer les doses. Par contre, si la créatininémie monte de plus de 30%, il faut diminuer les doses et rechercher une sténose des artères rénales. Et puis, bien sûr, si on a une hyperkaliémie qui dépasse 5,5 mmol par litre, c'est une indication à arrêter le traitement. Avant d'introduire des IEC, faut-il réaliser une échographie des artères rénales à la recherche d'une sténose ? Non, c'est pas du tout quelque chose de systématique. Il faut faire un interrogatoire, un examen clinique, notamment rechercher est-ce qu'on a de l'hypertension artérielle d'allure secondaire, est-ce qu'on a déjà fait une insuffisance rénale au cours d'un traitement par IEC ou ARA2, est-ce qu'il y a un souffle lombaire, bref, c'est vraiment quelque chose de clinique. Et bien sûr, si on a une suspicion clinique, il faudra faire l'échodoppler, mais c'est en rien un examen systématique. Alors, 8e question, quelles autres mesures devra comporter votre traitement ? Donc, on a déjà instauré un traitement médical qui est optimal pour ce patient, à savoir les médicaments de l'insuffisance cardiaque, les médicaments du coronarien. Le reste de la prise en charge, c'est d'une part de corriger les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, le patient fume, il faut lui proposer un sevrage tabagique et lui proposer des aides au sevrage. Ensuite, il faut traiter de façon optimale sa dyslipidémie, son hypertension artérielle, son diabète. Il faut également lui proposer un régime alimentaire adapté parce que c'est un patient qui est hypertendu, en surpoids, dyslipidémique, peut-être diabétique, donc on a une grande marge de manœuvre en termes de règles hygiéno-diététiques. Alors, règles hygiéno-diététiques, l'essentiel, c'est d'une part que le patient ait une activité physique adaptée, au moins 3 fois 30 minutes par semaine, d'autre part que le patient respecte un régime hyposodé, avec une restriction hydrique modérée, mais surtout une restriction en sel. Enfin, les autres mesures à proposer, il faut proposer une réadaptation cardiaque à l'effort, ça se fait dans des centres spécialisés, et ça permet d'améliorer les performances cardiaques des insuffisants cardiaques. Ensuite, dernier volet du traitement, c'est le traitement électrique. Donc, selon les indications, on peut proposer chez les insuffisants cardiaques chroniques un pacemaker triple chambre ou un défibrillateur implantable. Donc, le but du pacemaker triple chambre, c'est une resynchronisation. C'est indiqué en cas d'insuffisance cardiaque de stade 3 ou 4 NYHA chez un patient qui a une fraction d'éjection du ventricule gauche à moins de 35%, si les QRS sont élargis à plus de 120 millisecondes. Et ce malgré un traitement médical optimal. Deuxième chose, le défibrillateur implantable qui est proposé si la fraction d'éjection du ventricule gauche est inférieure à 30 voire 35%. Alors, je vous rappelle les objectifs des traitements, surtout pour les facteurs de risque, c'est un IMC à moins de 25, une pression artérielle à moins de 14,9 et 13,8 s'il est diabétique, un taux de LDL à moins de 1 g par litre. Et puis, c'est un patient qu'il faudra surveiller de façon régulière sur le plan clinique et paraclinique. Alors, 9e question. Après 15 jours de traitement, la créatininémie de votre patient est passée de 97 à 123 micromoles par litre. Qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce que vous devez réagir ? Donc, c'est ce qu'on disait dans une question précédente. L'augmentation de la créatininémie, c'est normal au cours d'un traitement par IEC. Jusqu'à 30%, et si cette augmentation est bien tolérée, c'est un marqueur d'efficacité du traitement.
Et donc, ça doit être respecté. Ça n'empêche pas de traiter par IEC. Il n'y a pas besoin de diminuer les doses. Par contre, si la créatinémie augmente de plus de 30% ou surtout de plus de 50%, il faut diminuer ou arrêter le traitement. Et il faut rechercher si on n'a pas une sténose de l'artère rénale qui peut provoquer des insuffisances rénales avec les IEC. Donc, quoi faire en pratique ? Ne pas arrêter ou diminuer la posologie des IEC, et puis recontrôler la fonction rénale à distance pour être rassuré et être certain qu'elle ne continue pas de s'aggraver. Et quelle est l'explication physiopathologique de cette augmentation de créatinine ? Alors, l'élévation de la créatinémie, c'est quelque chose qui est secondaire à la baisse du débit de filtration glomérulaire, qui est secondaire à l'inhibition de l'angiotensine 2. C'est même l'effet qui est recherché avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Le but, c'est de bloquer l'angiotensine 2. Et l'angiotensine 2, ça provoque une vasoconstriction de l'artériole efférente au niveau du glomérule rénal, ce qui fait qu'on a une vasodilatation. Et du coup, avec les IEC, on a un débit de filtration qui est moindre. Du coup, ça fait augmenter la créatinémie. Mais retenez, inférieur à 30% d'élévation de la créatinémie, c'est normal. Au-delà de 30%, il faut diminuer le traitement, rechercher une sténose de l'artère rénale. Ensuite, 10e et dernière question. Vous souhaitez introduire un traitement par diurétique anti-aldostérone, donc de l'éplérénone. Quelles sont les règles de prescription ? Alors, c'est pareil, les médicaments anti-aldostérone, premièrement, il faut éliminer les contre-indications. C'est 2 contre-indications essentielles, l'insuffisance rénale, on dit une créatinémie à plus de 220 micromoles par litre, ou une hypercalémie, une calémie à plus de 5,5. Et ensuite, les autres contre-indications, c'est une hyponatrémie. Alors, on dit le chiffre de 125, mais ne retenez pas ces chiffres. La présence d'obstacles sur les voies urinaires, ce qui est logique pour des médicaments diurétiques, une insuffisance hépatocellulaire, une allergie aux produits. Ensuite, lorsqu'on instaure des produits anti-aldostérone, il faut surveiller le patient, donc cliniquement et surtout biologiquement, où il faut faire un ionogramme et une fonction rénale avant de mettre le traitement, puis une fois par mois pendant 3 mois, puis une fois tous les 3 mois pour détecter une hypercalémie ou une insuffisance rénale. Dernièrement, n'oubliez pas l'éducation du patient. Il faut lui expliquer qu'il ne doit pas prendre de potassium, ne pas prendre de sel de régime parce qu'avec le traitement anti-aldostérone, il a gros risque d'hypercalémie.